vit dans une société où on croit que parler en français, maintenant à l'université je parle, que parler en français, c'est la règle, c'est le principe. Et l'arabe, c'est l'exception. C'est comme si c'était honteux de parler en arabe. Quelle que soit l'époque, la culture, la religion, la classe sociale, l'âge, le genre ou la préférence sexuelle, l'épineuse question de l'identité agite les consciences depuis que l'homme est homme. Et bien plus encore, à une période où l'hypermondialisation nous entraîne dans un entrechoquement permanent de cultures et une mixité grandissante. Le Liban en est l'illustration parfaite. Les Libanais charrient constamment sur leurs épaules une tripotée de qualificatifs pour définir leur identité. Il semble donc difficile de créer un consensus autour d'une appartenance commune et de faire société dans cette nation mosaïque. Mais au juste, c'est quoi être Libanais ? Une chose est certaine, chaque Libanais a son Liban. Yahané, saison 2, aux confins des identités, une nouvelle série de podcasts réalisée par Sarah Younan et produite par l'Agenda culturel. Épisode 4, sur les voies de l'émancipation. Sarah Zebian, étudiante en droit à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, a quitté sa région natale du Chouf pour venir s'installer à la capitale. De cette expatriation infranationale, elle trouve le courage de remettre en question les dogmes qui l'ont façonnée, tout en gardant un profond respect pour ses racines. À l'instar de nombreux Libanais, serait-elle elle aussi atteinte par le syndrome du tiraillement entre l'arbre et la pirogue ? J'ai passé un bac français et l'école était une école homologuée, mais on donnait l'importance à l'arabe et on pouvait parler pendant les récrés et tout cela, on pouvait parler en arabe, pas comme d'autres. Je viens de savoir qu'il y a d'autres écoles qui ne permettent pas aux élèves de parler en arabe pendant les récrés juste pour la pratique. Et même à la maison, les parents ne permettent pas à leurs enfants de parler en arabe. C'est vraiment choquant, mais oui, c'est comme s'ils considèrent que parler en arabe, c'est honteux. Si nous, les Libanais, on ne va pas parler l'arabe, si les Français vont le parler, vont le faire, c'est illogique. Il y a des régions, ils parlent tout le temps l'arabe et ils donnent l'importance à la langue arabe et tout cela, mais il y a des régions qui sont tellement inspirées, peut-être qu'ils sont toujours sous l'influence du mandat français, et il y a d'autres régions qui sont plus influencées par je ne sais pas, le nationalisme arabe et tout cela. Ils veulent prendre part de ce nationalisme arabe et d'autres veulent plus se rapprocher vers la mentalité occidentale. Ils éduquent leurs enfants sur ces bases. Au Chouf, ce sont des élèves de la même confession à peu près. Il y a bien sûr sauf exception, il y a quelques élèves d'autres confessions. C'est parce qu'on va tous dans une même mentalité, parce qu'on n'a pas le choix, franchement, d'aller à une autre école en dehors du Chouf, par exemple. C'est pour cela on s'habitue, on a tous la même mentalité, on n'a pas à faire comme quelqu'un d'autre. On est éduqué sur cette mentalité. On peut parler l'arabe, ce n'est pas honteux de parler l'arabe. Et lorsque on sort par exemple à Beyrouth, dans les écoles de Beyrouth, on voit que ce sont des élèves de toutes les régions. Ce ne sont pas seulement pour les élèves de Beyrouth. Les mentalités et les cultures vont se réunir dans les écoles de Beyrouth et les gens vont commencer à... Non, ce n'est pas vraiment une question de religion, mais c'est plus une question d'endroit. C'était comme si j'étais dans un autre pays. Je ne suis plus au Liban, j'étais dans un autre pays où le français c'était la langue et l'arabe c'était quelque chose de honteux. Ce que j'ai trouvé trop différent entre la vie à Beyrouth et la vie au Chouf, c'est le fait que ici les gens se comportent entre eux comme si ils étaient la seule personne qui est présente dans la chambre. Nous, on est habitués à Chouf de prendre en considération tout le monde, de penser qu'est-ce que cette personne va penser. Si je dis cela et que on vit, c'est comme si on vit pour satisfaire autrui. On ne vit pas pour se satisfaire à nous. Ce que j'ai trouvé différent ici, c'est que ils sont éduqués de vivre pour eux-mêmes. C'est quelque chose de très bien que j'ai appris ici à l'université, de penser juste à me satisfaire à moi-même, de faire ce que je veux faire et pas ce que les gens pensent qu'il faut que je fasse.
Ma famille ne m'a jamais fait sentir que j'étais limitée, que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Quand je suis venue ici, j'ai vu comment les gens, ils ont une mentalité beaucoup plus avancée que les gens au village. Ok, je ne crois pas que mes parents et au Chouf, ils sont trop arriérés, mais ok, il y a une très 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 grande différence dans la mentalité. Une très très grande différence. C'est comme si nous ne vivions pas dans un même pays. Non, indirectement, je pensais à la société et je faisais ce que la société croit que c'était la bonne chose à faire. Mais en venant ici, je veux pas donner l'impression que j'étais un peu euh, oppressée au chouf. Je crois que pour comprendre cette mentalité qui dépend trop de la société, de la collectivité, c'est-à-dire, il faut revenir peut-être je ne sais pas, jusqu'à même l'Empire ottoman peut-être, parce que le Libanais a vécu 400 ans, 4 siècles sous l'Empire ottoman et c'était toujours que l'État était l'ennemi et l'État va confisquer nos biens, va imposer des impôts et tout cela. Et les villageois à la montagne précisément, leur seul refuge c'était d'aller chez les émirs et chez les grandes familles féodales de la confession et pour sécuriser ou assurer une éducation aux villageois. C'est eux qui assuraient l'éducation aux villageois, c'est eux qui assuraient des salaires pour pouvoir vivre. Et donc, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si si it makes sense, et qu'on a cette mentalité qu'on dépend de l'autre, donc on va toujours satisfaire de l'autre. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, toujours. On a des grandes familles féodales qu'il faut toujours suivre, qu'il faut qu'elles soient d'accord avec tout ce qu'on fait et il faut qu'elles nous donnent l'autorisation pour le faire. C'est elles qui nous donnent toutes les opportunités qu'on connaît. Donc, je crois que c'est ça. Il faut toujours satisfaire à l'autre. C'est ça la mentalité. Satisfaire à l'autre toujours. Et pour avoir quelque chose en contrepartie. Si je voulais, par exemple, me marier et c'est le statut personnel de la confession druze qui va s'appliquer sur ce mariage. Je veux pas sentir libanaise, franchement, je veux sentir druze parce que ce n'est pas la même chose qui va s'appliquer sur tous les Libanais. Par exemple, si je voulais, j'ai fini mes études de droit et je voulais présenter mes examens au barreau. Ici, je vais sentir que je suis libanaise grâce à ma nationalité parce que d'autres ressortissants qui vivent au Liban, qui n'ont vécu qu'au Liban et ils ne peuvent pas le faire juste parce qu'ils ne sont pas libanais. Ça dépend vraiment de la situation parce que je me définis en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. C'est ça, il y a toujours ce conflit identitaire. Ce n'est pas que j'aimais le masque druze ou le masque libanais, mais ça dépend vraiment de la situation dans laquelle je me trouve. Je suis obligée. Ce n'est pas ma volonté de mettre ce masque, mais c'est la réalité. Si je vais me marier ici au Liban avec ma famille et tout cela, je vais me marier selon le statut personnel druze. C'est quelque chose qu'on impose sur nous, même si ce n'est pas notre intention, ce n'est pas notre volonté. Même si parfois, moi, par exemple, je ne suis pas trop... je ne crois pas trop dans les confessions et dans les religions. Je suis obligée de go with the flow. Je crois que c'est la raison pour laquelle je ne crois pas trop je suis druze, parce que je ne sais pas trop à propos de c'est quoi être druze. C'est l'un des problèmes qui nous laisse pas lire quelque chose sans être dans l'uniforme religieux. C'est vraiment que ça m'énerve parfois parce que c'est quelque chose. Vous disiez que j'appartiens à cette confession, pourtant vous ne me laissez pas savoir plus. Qu'est-ce que cette confession? Et je crois que je ne peux pas dire trop cela lorsque moi, je ne crois pas, je respecte toutes les religions et tout cela, mais moi, je ne crois pas que c'est ça, c'est ça, c'est ce que Dieu voulait,
de nous partager. Toi, tu n'appartiens, toi, tu n'es pas comme l'autre. Toi, tu es druze, toi, tu es maronite, toi, tu es sunnite. Et je ne crois pas vraiment dans la religion elle-même. Dans les religions, je respecte toutes les religions et je ne crois pas que c'est ça le problème, que je ne peux pas savoir plus à propos de ma religion, de ma confession. Je crois que c'est quelque chose, c'est une idéologie, la religion. Je ne crois pas trop à la religion. Aujourd'hui, la nouvelle génération accepte l'idée qu'autrui n'a pas la même mentalité qu'il a lui-même parce que c'est... avec le monde n'est plus fermé, et il est en train de s'ouvrir. On est en train d'avoir des relations avec des gens qui ont d'autres confessions, d'autres convictions politiques ou je ne sais pas quoi, une autre mentalité. Je crois que c'est ça. Avant, les autres générations, ils ne pouvaient pas vraiment descendre à l'université, changer de région pour étudier, pour continuer. Peut-être que c'était des périodes de guerre et tout cela. Donc, il n'y avait pas ce mélange culturel. C'est pour cela la nouvelle génération est plus l'esprit plus ouvert que les anciennes générations. C'est pour cela, je crois que c'est ce qui explique ce changement de mentalité, de ne pas être contraint à suivre une telle confession et à suivre une telle personne, par exemple, qui est considérée comme la tête de cette confession et tout cela. C'est ce qui explique cela. C'était la Saoura de tous les Libanais, pas seulement les citoyens de Beyrouth qui se réunissaient à Beyrouth, à la capitale, mais c'était vraiment c'était en fait une Saoura décentralisée parce que on a vu. C'était même mieux qu'on se réunissait tous dans un même endroit parce que ça nous a encore donné plus d'espoir de voir des sociétés ou des régions qui avant n'osaient pas même exprimer leur avis contre leurs politiciens et leurs figures confessionnelles. Ils sont descendus dans les rues pour s'exprimer, pour rejoindre leur voix avec les demandes de ceux qui étaient à Beyrouth. Donc, si on était tous, ça aurait pu être trop bien pour échanger les points de vue et pour se confronter, pour que les cultures se confrontent et qu'on s'habitue à respecter toutes les convictions. C'est vraiment, c'était décentralisé. C'est ce qui a fait de la Saoura une vraie une Saoura pour tous les Libanais. Au début de la Saoura, les demandes étaient plus des demandes sociales et on est rentré dans la politique. Après, la Saoura s'est transformée en une Saoura politique contre les politiciens. Avant tout, au début de la Saoura, on pensait qu'à notre identité. On ne pensait pas à notre religion. On sentait. On est tous libanais, on n'était pas des druzes ou des maronites ou des sunnites et des chiites, on était seulement des libanais pendant toute cette période. Mais malheureusement, ça n'a pas trop duré. Ça a duré à peine un mois pour que tout est terminé. C'était ça. Pendant la Saoura, on avait toujours des sentiments qui se confrontent. On était tellement heureux de voir que tous les Libanais se sont réunis pour une même cause, mais on avait toujours ce peur qu'un jour, ça va se terminer. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et c'est fini. C'est seulement le désespoir qui a causé, qui a mis fin à cette Saoura. C'était le désespoir que la classe politique
répondra un jour à nos demandes, c'est ça. Non, je ne veux pas dire que c'était les partis politiques, non, comme tout le monde le dit, non, c'était les partis politiques qui ont pris la Saoura et tout cela, parce que les partis politiques étaient déjà présents, dès le premier jour, étaient sur terre. Il y avait des partisans de Hezbollah, il y avait des partisans de Oued, il y avait des partisans de Kateb, ils étaient tous sur les rues, mais les demandes n'étaient pas tellement politiques. Non, non, on n'attaquait pas trop politiquement au début de la Saoura. C'est pour cela qu'on a vraiment trouvé tout le monde présent. Mais c'est le désespoir que quelque chose va changer après toute cette. On a donné trop d'efforts, on a tous arrêté nos études, on a arrêté nos travaux et tout cela juste pour participer à cette Saoura qui était vraiment le rêve de tout le monde. C'est ce qui nous donnait de l'espoir de continuer au Liban. Si on part vivre dans travailler et tout cela et commencer dès le début dans un autre pays, il y a un minimum de dignité qu'on reçoit dans cet autre pays. Au Liban, je crois que c'est vraiment on s'habitue à tout. Ok, donc on est habitué à tout ce qui est le maximum d'irrespect, de non-dignité. Non, on n'est pas respecté. Donc, je ne crois pas que si on va dans un autre pays, ça va être pire que ce qu'on vit aussi ici aujourd'hui au Liban. Non, ce n'est pas facile de vivre ailleurs, mais ce n'est pas du tout facile de vivre pendant cette période au Liban. C'est la colère que je vais sentir contre le gouvernement. Je ne veux pas sentir ce n'est pas la honte, parce que moi personnellement, je n'ai pas eu la chance de faire quelque chose au Liban. Non, j'ai 21 ans. Je n'ai pas contribué à tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban. C'est de la colère envers les politiciens, bien sûr, et parfois même envers le peuple libanais, parce qu'enfin, c'est le peuple libanais qui a élu cette classe politique actuelle qui nous amène vers cette situation. Moi, je crois qu'être libanais, c'est avoir cet esprit de contradiction tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, adorer le Liban. Moi, j'adore le Liban. Vouloir en sortir dès que la première opportunité se présente, je n'ai aucun problème de sortir directement. C'est par exemple adorer la liberté. Le Libanais vraiment adore la liberté, mais en même temps, il a ce besoin de toujours suivre quelqu'un. Non, on a cette mentalité de suivre quelqu'un. Non, on a besoin de le faire. N'importe qui ce quelqu'un, non, il faut qu'on le fasse. C'est ça, être libanais. Si je ne veux pas être assez pessimiste, j'aime penser qu'être libanais, c'est être libre. Même ce n'est pas trop la réalité aujourd'hui, parce qu'on voit que la liberté n'est pas telle qu'on pensait être. Telle qu'on pensait que la liberté, on croyait que la liberté est absolue, mais aujourd'hui on voit que tous ceux qui osent dire leur avis et de critiquer les gens, les politiciens et tout cela, ils sont en train d'être convoqués par l'État. Donc avant on disait l'État ne censurait pas ce qu'on disait. Aujourd'hui, c'était les partisans des partis politiques qui prenaient en charge cette mission. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux. C'est l'État qui le fait, qui le prend en charge, qui nous convoque à chaque fois que une personne décide de s'exprimer à propos ou de critiquer quelqu'un. C'est le besoin de suivre toujours quelqu'un pour pouvoir vivre avec un minimum de dignité. C'est pour cela, si on sort de cette mentalité, si on s'arrête avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est bizarre de voir que les gens n'ont pas aucun problème de réélire les mêmes personnes qui ont abouti à cette situation-là. Donc c'est avoir les Libanais ouvrir leur esprit un peu, et c'est ce qu'il faut faire pour un peu sortir de se trouver nous-mêmes. À part la politique, à part la confession et tout cela, à part même parfois la famille, à part d'oublier à propos de la société aussi, pour se trouver nous-mêmes. C'est ça la solution pour se trouver, pour que chaque Libanais trouve sa personnalité à lui-même, son individu. Je vis avec tellement de liberté. Il y a toujours ces restrictions. Il y a toujours j'ai ma famille ici, j'ai de la société. Même si je dis que je m'en fous de la société,
Ok, ben c'est toujours, la société est présente et la société va nous critiquer et tout cela. Et peut-être que oui, ça va bien sûr m'aider de me trouver, de trouver ma personnalité à moi de vivre tellement indépendamment. Je ne peux pas dire que je ne vis pas aujourd'hui indépendante. Je ne suis pas indépendante, un peu jusqu'à à une limite. Oui, bien sûr que aller ailleurs, de vivre toute seule, loin de cette société, loin de cette mentalité de religion et politique et tout cela, loin de ma famille, ça va m'aider à trouver ma personnalité à moi, enfin. C'était Yarné, aux confins des identités, une série de podcasts à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur YouTube et sur le site de l'Agenda culturel.